Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de la Kimpa Vita, un espace féministe de réflexion et de transmission pour mieux comprendre l'Afrique, son histoire, ses figures et surtout celles qui la façonnent. Je suis Elena et je suis ravie d'être l'hôte de cette nouvelle saison. Ce dernier épisode a été enregistré dans le cadre d'un week-end que nous avons organisé les 28 et 29 juin à Dakar, en partenariat avec la bibliothèque Nomade, la librairie Plume du Monde et la boutique Niara. Un week-end entièrement consacré au corps des femmes. À travers l'enregistrement d'un podcast en public, un book club, des ateliers d'écriture, une séance de yoga, un brunch et une projection de films, nous avons pris le temps. Le temps de nous arrêter, le temps d'écouter nos corps, le temps de penser ensemble. Dans ce dernier épisode, il est question de réappropriation du corps. Mais avant de parler de réappropriation, il fallait d'abord nommer ce qui pèse sur nos corps. Les injonctions, les pressions sociales, religieuses et morales, les regards, les attentes. Pour nourrir cette discussion, nous avons eu l'honneur d'inviter Fatou Sow, sociologue féministe et chercheuse, dont les travaux portent sur les questions de genre en Afrique. Ce week-end a été puissant, parce qu'il nous a permis de nous reconnecter à nos corps, mais aussi les unes aux autres. D'ouvrir des discussions sincères, parfois intimes. De créer un espace de sécurité, de partage, de sororité. Et dans cet épisode, on vous amène avec nous au cœur de cette expérience. Rebonjour tout le monde, vraiment merci à toutes d'être là. Je suis très heureuse aujourd'hui de finir cette saison avec vous toutes, avec Fatou Sow qui a accepté de venir partager avec nous cette discussion, ces réflexions autour du corps des femmes. Peut-être avant de commencer, pour moi ce serait peut-être important avant de parler de réappropriation du corps, ce serait peut-être important de mettre un mot sur pourquoi en fait on parle de réappropriation. C'est quoi les pressions qu'on a autour de nos corps, que ça soit, comme j'ai entendu tantôt, religieuse ou sociale. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour peut-être mettre l'accent sur la pression que vous sentez sur vos corps, que ça soit religieux, social. Je vais poser la question. Oui. Peut-être je vais lui poser une question. Comme ça, on a... oui, toi, oui. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais des problèmes avec, au niveau religieux. Oui. C'est vrai qu'on se pose des questions, parce que ça est une religion patriarcale, mais de même que le christianisme. Hein, l'Église ne fait pas mieux, même si c'est un langage moderniste qui a l'air plus démocratique, mais en fait, c'est la même pression, c'est la même... ce matin, je regardais à la télévision, il y avait une émission religieuse, et il n'y avait que des hommes. Uh-huh. Que des hommes, alors en robe, encore, non. Mais c'est un rituel totalement masculin. Et je me disais, au fond, c'est dans nos mosquées, c'est pareil. Dans nos mosquées, c'est totalement masculin. Mais tu disais, est-ce que c'est pas bien si on avait des femmes qui soient impliquées? Oui. On a beaucoup pensé à ça. Et je crois que dans nos discussions, il y a 20 ans, nous avons tout dit, mais ce serait bien si des femmes musulmanes qui peuvent être serignes, un peu serignes, c'est exclusivement masculin, mais qui connaissent assez bien le Coran, qui puissent faire des prêches. C'est une catastrophe. Ah oui? C'est une catastrophe, parce que premièrement, elles ont besoin de se faire reconnaître par les autres musulmans. Parce que vraiment, c'est-à-dire c'est les hommes qui expliquent ce qu'est le Coran. C'est-à-dire ils lisent un verset et après ils le traduisent mal, je pense, mais ils le commentent. Mm-hmm. Et dans l'ensemble, c'est des hommes. Et si vous regardez la télévision, on a tous les jours des prêches. C'est en général des hommes qui sont là. Et malheureusement, des hommes de plus en plus jeunes qui ont des belles montres, des lunettes à la mode, qui ont leur iPhone sur les genoux et qui nous disent ce que dit le Coran. Alors les femmes, pour
positionner. Alors, on sait, il y a une bataille hein, pour faire monter des femmes. Et nous, comme féministes, on a dit oui, mais des femmes dans la religion, c'est bien. D'abord, elles sont arrivées, elles étaient toutes voilées. Je suis désolée hein, pour les femmes qui sont voilées ici, mais je dis très franchement ce que je pense du voile. Le voile, c'est un enfermement des femmes. Nous n'avons pas besoin d'avoir nos cheveux cachés pour parler de Dieu ou pour parler au monde. Parce que le voile, c'est en même temps la pureté des femmes, la chasteté. On n'impose pas ça aux hommes. Donc les femmes, elles arrivent, elles sont toutes bien capotées là derrière leur voile. Et au fond, elles disent exactement le même discours que les hommes qui font le prêche. Et souvent, c'est pire parce que pour justifier leur place, elles vont encore plus loin dans l'interdit. Parce que moi, malheureusement, ce que je pense, moi, de ma religion, ce que je pense, c'est que pour les femmes, il y a tellement d'interdits. Ne fais pas ci, ne monte pas ça, mets ton voile, mets-toi derrière les hommes. Vous savez, quand on est ensemble dans une cérémonie, quand ils prient tous ensemble, et nous, on est derrière, à trouver de l'espace, si on peut prier derrière les hommes. Quand il n'y a plus d'hommes, je ne sais pas pourquoi, on est 100 femmes ici, on va toutes prier en ordre dispersé. Il n'y en a pas une pour pouvoir diriger la prière. Parce que la prière, ce n'est pas les femmes. Et souvent dans le joint, tout à l'heure je disais 110 oui, mais c'est 8000. Parce que dans le soleil, dans le joint au soleil, hein, au moment du mois de Ramadan, il y a toujours un petit carré pour, si tu fais telle prière, alors tu as droit à 8000 houris par nuit. Et moi je me dis, mais 8000 houris à déverger en une nuit, et là le matin on se réveille, on est vierge à nouveau, et il y a à nouveau des vierges. Et ça c'est le discours. Ça c'est le discours islamique que l'on entend ici. À la limite, moi je préfère ne pas écouter le discours islamique et prendre le Coran et le lire, parce qu'il y a de bonnes traductions en français et en anglais, pour se faire son propre chemin. Donc d'avoir des femmes, alors ils appellent prêcheuses, voilà. Pas prêtresses, parce qu'il n'y a pas de prêtres femmes dans la religion musulmane. Mais les prêtresses, elles ne nous règlent pas la situation, elles ne donnent pas un discours relativement amorti. Mais c'est vrai, c'est un discours islamique, c'est un discours patriarcal. On peut croire ou ne pas croire. Bon, il vaut mieux y croire comme ça. Bon, c'est plus facile, hein? Mais pas forcément, la preuve. Tu as des doutes. Mais mettre les femmes dans ce système religieux, ça n'a... Et je pense que le jour où on mettra des femmes curées dans les églises de France ou de Navarre ou de... Alors, il y en a quelques-unes dans l'église anglicane, mais c'est le discours de la religion qui est un discours patriarcal. C'est un discours qui fait la différence entre les hommes et les femmes. Et l'autorité morale et politique est donnée aux hommes dans les systèmes religieux. Alors, dans les systèmes anciens, on avait les pratiques des femmes, la pratique des hommes. Mais quand l'islam est arrivé, l'islam a littéralement accaparé cette pratique religieuse, on l'appelle traditionnelle ou animiste, moi j'aime pas le terme, c'est une pratique religieuse. Mais les femmes ont quand même légèrement disparu quand l'islam est arrivé, ou le christianisme s'est implanté en pays sérère, en Casamance, où il y avait vraiment des rites religieux masculins. Il y avait des hôtels de femmes et des hôtels d'hommes. Et les hôtels de femmes, des femmes, toi qui es casamançaise, les hôtels de femmes, les hommes ne s'en approchent pas. Et quand il y a eu un hôtel d'hommes, j'ai voulu avancer, on m'a dit non, rotule, tu es une femme, donc je suis allée m'asseoir dans le bus. Mais c'est des systèmes tout à fait partagés, et je pense que dans ces espaces, où l'homme ou la femme joue son rôle. Bon, mais dans l'islam, dans la religion, l'islam et le judaïsme, hein, les femmes ont un rôle séparé et ont un rôle... en dehors de Marie, Mère de Dieu, les autres, c'est un peu plus compliqué quand même. En espérant ne choquer personne, hein? Moi je parle en langage scientifique. Oh, merci. Alors moi, je pense que pour éviter la dissonance cognitive, très honnêtement, j'ai pour l'instant en tout cas un raisonnement assez circulaire. Je pars du principe que Dieu est parfait et qu'il a descendu son Coran sur une humanité imparfaite, une humanité faite d'hommes et de femmes de tout horizon, etc. etc. Et ma croyance aujourd'hui, en tout cas, c'est que ce message a été altéré par des siècles de patriarcat. Comme je pars du principe que Dieu est bon et qu'il m'aime autant qu'il aimerait un homme, je ne vois pas pourquoi
il me mettrait une tare aussi énorme comparée à la tare qu'il a mis aux hommes. Voilà, aujourd'hui je crois sincèrement, j'arrive à entendre votre discours évidemment, j'essaye de rester mesurée, mais aujourd'hui ce en quoi je crois c'est que un discours parfait a été réapproprié par des hommes dans une société patriarcale et qui du tout ont détourné absolument de la manière dont ils le voulaient. Je disais qu'on nous parlait de 70, et vous m'avez corrigé, 8000 houris, des vierges, que les hommes pourraient dévierger autant qu'ils le souhaitent quand ils arriveraient au paradis. Et le jour où j'ai écouté une prêcheuse parler de cela, elle a dit qu'en fait c'était 8000 êtres vierges, mais vierges voulait dire purs. C'est-à-dire purs de toute mauvaise intention, nettoyés de toute souillure, qu'elle soit spirituelle ou physique, etc. Et là, je me dis, ah, je me reconnais enfin en tant qu'habitant du paradis qui pourra être accompagné de 8000 êtres qui ne veulent que le bien pour moi et qui sont uniquement remplis d'amour pour moi. Et je me dis, si durant ces siècles, ces 1400 ans, il y avait eu plus de savantes femmes, on pourrait avoir cette lecture-là sur un texte. Parce que du coup, cette phrase, 8000 êtres vierges, un homme se dit, oh, 8000 êtres à déflorer, mais cette femme-là m'a fait comprendre que je pourrais aussi le voir comme 8000 êtres purs, parfaits, que je mérite parce que j'ai travaillé pour arriver au paradis. Voilà. Mais tu ferais partie des 8000 que l'homme pourrait avoir? C'est ce que ça veut dire? Non, il me semble que ces êtres-là sont nés au paradis et c'est ce qui fait qu'ils sont purs. Donc moi j'arrive au paradis et j'ai mes 8000 êtres purs, mais je ne ferai pas partie de ceux dont l'homme dispose à sa guise. C'est ce que j'ai compris, et évidemment je ne suis pas chère. En fait, tout ça pour dire on a un questionnement sur la pureté quand même. La pureté, Oui, c'est quand toujours même. les femmes. Quand tu parles par exemple de souillure physique, qu'est-ce qu'on entend par souillure physique chez la femme? Là, on va partir, je ne sais pas si dans le christianisme c'est pareil que dans l'islam. J'ai l'impression qu'on parle de règles, non? Bon, juste avant qu'elle te réponde, comme j'avais pris le micro, et moi, concernant la religion et tout ça, le rapport avec Dieu, moi, comment je l'ai réglé, c'est que moi, j'ai pas d'intermédiaire. Donc, les gens qui sont là à prêcher, ils peuvent prêcher jusqu'à demain. Ça ne me touche pas tant que ça. Quand ils racontent des choses comme moi, je trouve que c'est des hérésies, des trucs comme ça et tout. Comme tu dis, moi, je trouve que Dieu, voilà, il est juste. Et donc, pour moi, tant que c'est logique dans ma tête, c'est que lui, c'est ça, c'est de ça qu'il nous parle, quoi. Donc, les gens qui prêchent, pour moi, c'est des gens qui sont là à juste donner leur avis, à nous imposer un dictat qui ne sont que dans leur façon d'être et dans une autre forme de domination utilisée contre les femmes en utilisant l'islam, en fait. Et à partir de ce moment-là, je ne veux pas d'intermédiaire. Maintenant, concernant le truc de la fillette qui a ses règles et qu'on donne en mariage, moi, je pense, qu'est-ce qu'on nous dit dès qu'on a nos règles? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, maintenant, mom, si on te touche, rec, tu peux être enceinte. Et donc, en fait, c'est aussi une autre manière, en fait, de contrôler le corps de la femme, de la fillette, où on dit, bon, marions-la vite fait avant qu'elle nous mette un bébé entre les mains et tout ça. Donc, moi, je pense que, voilà, je ne crois pas, en tout cas personnellement, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui vient carrément de la religion, quoi. Il y a beaucoup de coutumes, en fait, qui traversent tout ça et qu'on utilise au nom de la religion. Alors, il y a deux questions. La première, le corps des femmes, il est impur. Et ça fait partie de à qui appartient le corps des femmes. Un corps de femme, il est sale parce qu'il a des sécrétions, qui peut être le sang menstruel, qui peut être comment on appelle ça en médecine? Toutes les sécrétions que l'on a qui ne sont pas. Mais les règles, c'est vraiment le signe parfait de l'impureté. Vous savez, quand un enfant naît, il passe par voie basse, il passe naturellement, mais cet enfant, on est obligé de le raser
parce que il est passé par des voies basses qui sont c'est une voie impure. Il a le sang maternel, mais tout ça est impur. Et il y a toute une cérémonie de purification de l'enfant quand on lui donne le nom. Alors, aujourd'hui, on peut se battre. Moi, je sais quand mes enfants sont nés, j'avais des personnes les touches. Mais ma belle-sœur, elle a pris une lame, et je vais à ce que la lame soit propre. Elle a coupé un petit brin du cheveu, et j'ai dit, on fait ça, mais pas plus, sinon je fais un scandale. Mais quand même, aimait bien. Sinon, ailleurs, hein, on prend le bébé, on le met dans une salle, on le rase, et on te le rend, et tu n'as rien à dire. Donc ça, c'est... Parce que ça, après, tu ne peux pas faire la prière. Les gens qui vont à la Mecque font des tas de choses pour ne pas avoir leurs règles pendant leur séjour à la Mecque. Et j'ai une de mes amies qui, la veille de son mariage, avait pris toutes ses précautions pour ne pas avoir ses règles. Et après le mariage religieux, au moment où elle l'a donné à son mari, voilà qu'elle a ses règles arrivent à, mais alors 10 litres qui sont écoulés. Alors on lui a demandé si c'était pas l'émotion qui a fait que c'est... Donc, mais tout ça, c'est vraiment dans... Un corps d'homme n'est jamais impur. Même si on lui demande de faire ses ablutions et autres, un corps d'homme n'est pas impur. Mais le corps des femmes, il est impur et il est... Et je me souviens avoir été à une conférence, il y a une... Mais je sais tout à l'heure de retrouver son nom. Il y a une noire américaine qui est... elle enseigne des études religieuses. Hein. Elle était fille d'un pasteur, donc elle vivait dans une famille très chrétienne. Et puis elle a rencontré l'islam. Et elle a écrit beaucoup sur l'islam. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Gender Jihad, c'est-à-dire la lutte des femmes pour leurs droits dans l'islam. Cette femme, elle a osé, dans une église des Africains de New York, elle a dirigé la prière avec des hommes et des femmes derrière elle qui n'avaient pas été obligés, mais qui sont venus. Mais Sidi Mignas, bon, après on s'est retrouvés à une conférence, mais Sidi Mignas l'a insulté de tous les noms d'oiseaux, parce que voilà, comment une femme qui a ses règles. Alors j'ai expliqué que les règles, c'était mécanique. On vidangeait nos... Voilà. Exactement. Qu'on vidangeait, parce que toi, tu n'es pas venu féconder ça, donc on le vidange. Et on attend que le prochain... Mais j'ai dû presque le scandaliser pour le faire réfléchir. Donc ça, le jour où les règles des femmes ne seront plus honteuses, ne seront plus... Parce que les règles des femmes, c'est honteux. Hein? Par exemple, au moment du mois de Ramadan, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, ah, tu n'as pas jeûné aujourd'hui? J'avais fini par trouver la réponse d'Amam Gant. C'est déjà un empêchement. Et quand j'avais ça une fois, 2 fois à l'homme, mais quand même, ne me demandait plus rien. J'ai pu un jour de Ramadan, jeûner, ça ne posait pas de problème. Mais s'ils me voyaient manger un bonbon, j'allais dire, ah, moi j'ai un empêchement, j'ai un interdit. Et après, ils étaient tout gênés parce que j'avais osé parler de mes règles. Alors maintenant, la religion. Moi, j'ai grandi dans un Sénégal où l'islam était vraiment paisible. Ne parler d'islam que les gens qui savaient réciter le Coran, savaient le lire et savaient le traduire. Aujourd'hui, tout le monde parle. La télévision, tous les jours, il y a un prêche. Et par des gens, vraiment... Donc, ne parler de Dieu que les gens qui avaient le pouvoir de parler de Dieu. Donc, c'est très paisible. Et personne n'était obligé à 5 heures d'arrêter le cours pour aller prier. Personne n'était obligé d'arrêter une conférence parce qu'il y avait l'heure de la prière. Personne n'était habillé le vendredi en caftan ou en boubou parce que c'est le vendredi. C'est-à-dire, il y avait une religion très paisible, aussi bien à l'époque coloniale, parce que je suis né à l'époque coloniale, qu'après. Et c'est autour des années, à la fin des années 90 que c'est devenu, tout le monde parle de religion. Mais moi, j'en suis venu à la religion comme sociologue, parce que pour comprendre le statut des femmes, on ne peut pas ne pas passer par la religion. Parce que la religion conditionne énormément ce qu'elle rêve aux femmes, ce qu'elles font, ce qu'elles disent. On a le code de la famille, où il y a eu quand même plusieurs choses qui ont progressé, mais il y a un article qu'on ne peut pas changer, l'homme est chef de la famille. Pourquoi? Parce que le Coran dit que c'est l'homme qui est chef de la famille, et l'homme protège la femme. Un homme qui vous protège, vous n'êtes pas égal à cet homme-là. Donc la religion, après, elle devient Alors aujourd'hui, où on a des discours totalement mélangés, n'importe qui croit se permettre de parler de la religion, ça c'est plus difficile. Donc on est obligé d'en construire. Et on est obligé de quand on...
Oui, c'est des vierges, mais c'est surtout des femmes pures, mais pures sexuellement. C'est des femmes qui ont été jamais touchées par un homme. C'est ça la pureté. On ne demande pas aux hommes d'être purs. Il n'y a qu'aux femmes qu'on demande d'être pures. Et moi, dans ma jeunesse, j'ai eu quelques amis qui sont mariés, et le lendemain matin, on les a renvoyés à leur maison parce qu'elles n'étaient pas vierges. Et ça faisait un scandale. Bon, aujourd'hui, je pense que la question ne se pose plus, mais elle peut se poser dans certaines questions. Donc, cette idée que le corps de la femme est un corps, doit être un corps pur, c'est absolument problématique, parce que ce corps pur-là, il ne nous appartient pas. Parce que notre corps, il est comme le corps de l'homme, il a ses phases, mais pas de mon corps, seulement en termes de pureté ou d'impureté, je trouve ça profondément injuste. Rama? Oui, merci beaucoup, professeur, vraiment pour les idées partagées avec nous. Alors moi, je vais rester un peu sur l'argument religieux. Dans ma religion, la manière dont on m'enseigne ma religion, ça crée un sentiment de honte par rapport à mon corps et par rapport à la manière dont je dois m'habiller. Par exemple, je peux avoir envie de porter une jupe ou une mini-robe et me sentir à l'aise dans ça. Mais la première chose qui me vient en tête, c'est quand je sors et que je dois passer dans des cercles où il y a des gens, comment ils vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Ils vont dire, tu mets ton mousseau sur ta tête, tu mets ton voile sur ta tête et tu portes une robe ou tu portes une jupe. Et du coup, ça crée automatiquement un sentiment de culpabilité, de honte. Et je change en fait ce que je voulais porter, je remplace par autre chose de beaucoup plus long ou de beaucoup plus... Du coup, je suis inconfortable dans mon corps tout le temps. Et je remets en question tout le temps ce que je veux porter ou comment je veux me comporter par rapport au cercle. Ça fait que ça me pousse à m'adapter selon les cercles que je fréquente et ça ne crée pas une harmonie avec moi-même et avec mon corps. Du coup, ma religion devient plus un poids que je porte qu'un sentiment de bien-être que je dois ressentir par rapport à un être en qui j'ai une entière confiance, en qui je ressens, pour qui je ressens beaucoup de choses, mais par la pratique, par la manière dont on me l'enseigne, ça fait que je suis tout le temps en désaccord. Et l'autre élément, c'est par rapport à la notion de protection, comme l'homme est chef de famille et qu'il doit nous protéger. Moi, je pense que quand on protège quelqu'un, c'est par rapport à des situations de vulnérabilité. Peut-être la personne se trouve dans une situation de vulnérabilité. Tu accompagnes la personne ou tu aides la personne à sortir avec ses propres ressources de cette situation. Mais ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils nous infantilisent. Ils nous disent qu'ils vont penser pour nous, qu'ils doivent interpréter les textes religieux pour nous, qu'ils savent mieux que nous de quelle manière nous devons nous comporter, de quelle manière nous devons nous habiller, de quelle manière même nous devons ressentir les choses ou exprimer ce qu'on ressent. Et pour moi, je ne qualifierais pas ça de protection, mais plutôt il y a un rapport d'enfant à parent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre par rapport à ça. Et la dernière chose, c'est que tout ça, ça reste quand même des constructions sociales, à mon sens. Parce qu'on a connu des sociétés quand même qui ont existé et qui se sont modelées avant les religions et qui ont quand même pu coexister ensemble, les hommes comme les femmes, et qu'au fil des années, on a construit d'autres idées, d'autres manières de penser, d'autres manières de vivre. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de déconstruction. Comment on peut renverser, en fait, et même si on ne renverse pas, sur quel argument aujourd'hui on peut s'appuyer pour pouvoir contrecarrer toutes ces idées? Merci. Peut-être juste avant de passer à comment contrecarrer tout ça, moi j'aimerais peut-être revenir sur l'injonction à la maternité. C'est quelque chose qui est très présent. Moi, j'ai 36 ans. Je suis pas enceinte. Mais par contre, je vois autour de moi toutes mes copines qui commencent à être enceintes. Et on a comme cette pression. Des fois, je me dis que je suis pas normale. Je suis pas normale parce que j'ai pas forcément ce désir de grossesse-là. Et il y a tout le monde, en fait, quand il te pose la question, alors ça va, bientôt l'enfant, et là tu dis non, mais tu te sens mal pour quelque chose que tu n'as pas voulu ou tu veux pas. Et je sais pas, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, cette injonction de la maternité.
Qu'est-ce que vous, ça vous fait? Est-ce que c'est présent en vous pour celles qui ont eu déjà, peut-être Fatousso, peut-être que tu veux essayer? Bon, moi j'ai 4 enfants, hein, donc l'injonction à la maternité, je l'ai bien intériorisée. Non, mais en même temps, vous savez, dans la langue wolof, il y a un mot pour chaque phase à travers le temps. On est lire, bébé. On est khalel, enfant. On est djank. Djank, ça veut dire vierge. C'est jeune fille, mais djank, c'est vierge. C'est ça que ça signifie, vierge. Djank. Après, on est djek. Djek, c'est la femme qui a déjà fait. On est jigen d'abord. On est jigen. C'est seulement où on fait un enfant. Et c'est seulement après qu'on devient djek, c'est-à-dire on a assuré sa maternité. Donc il y a une injonction à la maternité. Mais ça, cette injonction à la maternité, je pense qu'elle est humaine. Hein? On la retrouve dans toutes les sociétés parce qu'au fond, la femme reproduit l'espèce. Et par exemple, dans la polygamie, souvent la polygamie reproduit l'espèce, mais en fonction des familles. C'est-à-dire, un homme va dans cette maison épouser une femme, qu'on lui dit, il faut faire un lien politique à une autre famille, donc prends une épouse là-bas. Bon, c'est-à-dire, on choisit les endroits où on fait des enfants. Les enfants, on ne fait pas n'importe comment, mais on choisit bien les lignées. Donc, cette injonction à la maternité, elle est dans la culture pré-islamique, elle est dans l'islam, elle est dans le christianisme. Mais ça, je pense, c'est des règles qui sont des règles, entre guillemets, dites normales de la reproduction des lignées. Et alors, moi, j'avoue que des filles avec qui j'ai été au lycée, il y en a très peu que j'ai retrouvées à l'université parce qu'elles sont mariées entre-temps. Bon, moi, je me suis mariée tard. Et le jour où j'ai eu mon premier enfant, ma mère m'a dit « Bon, tu es une vieille primipare, mais ça va bien se passer. » J'avais fait assez de latin dans ma vie pour savoir ce que primipare signifiait. Sinon, j'aurais dit quoi, je suis devenue une espèce rare ou compliquée. Mais c'est vrai, l'injonction à la maternité. Et même quand les... Alors ça va au point où, quand la première épouse ne veut pas avoir d'enfant, le mari est autorisé par toute la culture à prendre une deuxième épouse. Et quand l'enfant de la deuxième épouse naît, c'est une fille, elle porte le nom de la première épouse. Comme pour lui dire, bon, écoute, désolé, hein, tu n'as pas fait d'enfant, mais voilà, il y a un bébé qui porte ton nom. Donc réjouis-toi, parce que d'une certaine manière, tu prolonges. Et ça, c'est... Et dans d'autres cultures, comme en Casamance, ça tu me diras si ça se fait toujours ou pas, quand un couple n'arrivait pas à avoir d'enfant, et qu'on savait que c'est l'homme qui était stérile, au fond, on faisait engrosser l'épouse par un des hommes de la famille, et l'enfant s'y ressemblait à son cousin ou à son tonton, ça n'avait pas d'importance, mais au moins il y avait un enfant qui était fait. Alors je ne sais pas si la pratique existe toujours, mais elle est dans l'ethnologie des Diola et on retrouve ça dans d'autres. Tu sais, je suis burkinabé, je ne suis pas casamançaise, je pense que tu me confonds. C'est une Casamançaise. Non, je suis burkinabé. Oui. Non, mais en tout cas, c'était une pratique, et c'est une pratique qui est pas dite parce que l'homme qui fait enfin l'enfant à cette femme, il est tenu, sinon il est maudit parce qu'on lui jette un sort. Donc cette injonction à la maternité était là, et elle est là pour tout le monde. Et c'est quand vous êtes marié, si au bout de quelques mois, votre ventre ne s'arrondit pas, c'est d'abord votre mère qui demande qu'est-ce que tu attends, la belle-mère qui demande ce que tu attends, et il y a cette injonction-là. Et au fond, les hommes, quand ils sont infertiles, ils sont impatients, donc ils prennent une deuxième, troisième épouse, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est lui qui est stérile. Mais l'injonction à la maternité, elle est là. Mais cette injonction, elle est humaine. Hein, est-ce que c'est un instinct de survie, finalement? Non, c'est un besoin de prolonger la lignée. De prolonger la vie de l'humanité. Oui. Exactement. Okay. Mais même de la lignée à laquelle on appartient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à dire par rapport à ce sujet? C'est par rapport au... Si je comprends bien, vous considérez que l'injonction à la maternité est presque naturelle chez l'homme, c'est ça?
fait partie de la culture. L'homme avec un grand H. J'ai dit, il fait partie de la culture. Fait partie de la culture. Oui, ok. C'est la culture. Oui, C'est la culture naturelle, non. oui. Mais les gens ont un besoin de prolonger la lignée. Oui, je comprends. Et comme c'est les femmes qui portent leur enfant Mhm. dans l'utérus, Alors, moi, je n'ai que 24 ans, mais déjà, j'ai été prise plusieurs fois pour un alien dans des conversations où j'expliquais que je n'avais pas particulièrement envie d'avoir des enfants. Et je me retrouvais à devoir expliquer que ça ne venait pas avec le packaging de vouloir des enfants. J'ai une famille nombreuse, il y a des gosses qui courent partout, j'adore ça. Mais je ne trouve pas ça normal que les gens n'interrogent pas cette envie automatique de vouloir des enfants, vu tout ce que ça implique. Donc je me retrouvais avec une amie, à lui demander mais pourquoi tu veux des enfants? Et ce n'est pas un jugement, je ne dis pas que je n'en veux pas, je ne dis pas que j'en veux, mais c'est quelque chose d'assez neutre chez moi. Demande-toi sincèrement pourquoi tu veux des enfants. Est-ce que c'est parce qu'on t'en parle depuis que tu es petite et que du coup c'est ce que j'appellerais un désir que tu as acquis? Ou est-ce que ce serait inné et dans ce cas-là ça suppose que je suis un alien? Je ne comprends pas forcément cette... En fait je pense vraiment que ça libérerait beaucoup de gens de sincèrement remettre cela en question. On m'a même dit que j'étais égoïste de ne pas vouloir avoir d'enfants, comme si je devais quelque chose à un être qui n'existe pas encore, ou quelque chose à la société, comme quoi il fallait que je sacrifie mon corps pendant 9 mois, puis pendant au moins une vingtaine d'années. Attention, je sais que ça peut faire du bien à certaines personnes, mais je reste aussi persuadée que d'autres personnes devraient y réfléchir à 2 fois avant d'avoir des enfants. Tout le monde ne sait pas aimer, tout le monde ne sait pas se dévouer à un autre être qui dépendra entièrement de nous pendant au minimum une quinzaine d'années. Donc voilà, je pense que ce sont des questionnements à prendre en compte. Ça fait 2 ans que je suis mariée et 2 mois après mon mariage, non 4 mois après, j'ai fait une fausse couche. Et honnêtement, ma famille a été ils ont été très présents pour moi, ils ont été extrêmement gentils avec moi, que ce soit ma belle-mère, mon beau-père, eux tous, ma mère, bon, pas mon père, mais bon. Mais depuis lors, j'ai eu comme une sorte de choc émotionnel. Où je me dis, je sais pas si je suis prête à recommencer, je sais pas si ça va arriver encore, et que je vais me sentir complètement powerless, genre. Je ne peux rien faire pour sauver cet enfant, je sais pas. On n'a pas su ce qui l'a causé. Et puis il y a aussi le fait que, même avant de me marier, j'ai toujours eu cette peur quand il s'agissait d'avoir des enfants. Parce que moi, quand j'étais petite, l'environnement où j'étais, les gens qui étaient censés me protéger, les gens qui étaient censés m'aider à grandir, la plupart d'entre eux se sont acharnés sur moi, la plupart d'entre eux ils m'ont complètement paralysée, en fait. You know? Ils m'ont complètement traumatisée, ce qui a fait que... Voilà, quoi, j'ai accumulé énormément de traumatismes. Et je me dis, et si je donne naissance à un enfant et que je ne peux pas complètement le protéger et que ça lui arrive? Et parce que moi, par exemple, j'en veux toujours à mes parents. Genre, j'arrive pas à me détacher de ça. J'arrive pas à dire... genre, je me dis, ils auraient pu faire quelque chose, en fait. Ils auraient pu faire quelque chose pour m'aider, pour s'assurer que je vais bien, etc. Mais rien du tout, en fait. C'était juste complètement un tabou. Et puis, j'ai cette énorme peur. Et puis, j'ai eu cette dispute 10 000 fois avec mon mari. Arrête de prendre les pilules. Non, je vais pas arrêter. Arrête, non, je vais pas arrêter. Et genre... voilà, quoi. Moi, j'ai juste cette peur. Et puis, lui, il sait pas comment s'y prendre. Il sait pas comment me rassurer. Il sait pas comment me dire, t'inquiète, on va gérer. On va le faire ensemble, etc. Parce que bon, il est pas très... Comment dire? Il communique pas très bien. Il est pas très... Mais il est très sénégalais. ouais, c'est ça. Mais je trouve ça dommage, hein, parce que
je ne doute pas de moi, je ne doute pas de ma capacité à être une bonne mère, mais je doute en fait de l'environnement. Et je sais pas, je me dis, imagine, je l'amène à la crèche et puis qu'on le frappe sur son crâne et qu'il a un traumatisme toute sa vie. En fait, je me fais ces scènes où genre, je peux pas. Parce que moi, quand j'étais petite, la plus petite punition qu'on m'a faite, mais je m'en rappelle toujours. Il arrive des jours où je fais des cauchemars dessus et tout, et je me dis, mais on m'a fait ça, mais ça me fait extrêmement mal. On s'est pas excusé envers moi, et puis je le garde 20 ans plus tard, etc., etc. Donc, je sais pas. C'est ce que je voulais partager. Tu veux parler? Oui, en fait, oui, je voulais aborder un autre thème par rapport à la grossesse, le fait d'avoir des enfants. C'est la place de l'enfantement, en fait, dans la vie professionnelle de la femme. Parce que, par exemple, moi, j'ai animé un atelier pour des jeunes qui veulent être réalisateurs, et réalisatrices, et les jeunes femmes très engagées, mais à la fin de la formation, elles me disent, mais moi, en fait, je fais ça, mais je sais que le jour où j'aurai des enfants, ben, je ne pourrai plus vivre mon rêve, je ne pourrai plus vivre voilà, cette voie professionnelle. Et de même, dans la vie professionnelle, vous avez des entreprises qui vous demandent est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants? Et vous ne pouvez pas avoir de poste parce que vous êtes en âge d'avoir des enfants et qu'ils ne veulent pas avoir quelqu'un, voilà, une femme qui va être absente pour X raisons tout au long de sa grossesse et peut-être après. Donc là aussi, il y a vraiment un travail en fait d'accompagnement par rapport au corps de la femme et la place de la femme dans sa vie professionnelle pour qu'elle ait les mêmes droits que les hommes, les mêmes ambitions et les mêmes rêves. Moi, je vous rejoins complètement sur tout ce qui vient d'être dit. Ouais. Je trouve que c'est un sujet qui est tellement tabou, mais tellement néfaste. Je comprends pas que ça reste tabou, en fait, et qu'on pose pas vraiment la question. Je sais que ça commence à émerger, notamment en France, d'où je suis originaire, mais c'est encore hyper difficile de lui parler du non-désir d'enfant quand on est une femme. Et ce qui est encore plus tabou et qui, à mon avis, est un vrai sujet aussi, qui mériterait d'être traité, c'est le regret d'être devenue mère aussi, qui cause énormément de détresse chez beaucoup de femmes et qui commence parfois à être soulevé dans certains milieux féministes ou certains espaces, mais ça reste difficile d'en parler et à raison, parce que comment on peut ne serait-ce que reconnaître en fait qu'on regrette d'avoir mis au monde un être humain qui est maintenant ici et dont on doit s'occuper. Mais pour le coup, je pense que justement, c'est un sujet qu'il faudrait vraiment commencer à aborder. Parce que au-delà de l'injonction à être mère qui concerne, d'être parent en fait, mais qui concerne surtout les femmes, on va moins demander des comptes à un homme sur le fait qu'il veuille ou non être parent un jour. En fait, il y a cette injonction. Donc les femmes font des enfants sans se poser toujours la question. Et puis en fait, pour beaucoup d'entre elles, il y a des regrets en fait après. Et ça, je trouve ça terrible. Je trouve que c'est vraiment dramatique que la question se pose pas plus dans nos sociétés. Ouais, en amont en fait, et puis après, parce que ça reste tabou après aussi, mais le sujet est vraiment là. Alors, je voudrais parler. Bon, Elena a posé la question tout à l'heure sur l'injonction à la maternité, mais je crois que si on contextualise et qu'on parle par exemple de religion ou de culture, avant de parler d'injonction à la maternité, il faut parler d'abord de mariage. Parce que elle a dit tout à l'heure qu'elle a 36 ans et parfois on lui demande pourquoi tu n'as pas encore d'enfant. Mais avant de dire pourquoi tu n'as pas d'enfant, on te dit qu'est-ce que tu attends pour te marier. Elle a dit elle a 36 ans, moi j'en ai 40. En tant que villageoise, mes amis d'enfance ont, je peux dire, arrêté d'enfanter. À chaque fois quand elle me voit, elle me dit qu'est-ce que tu attends pour te marier? L'âge de la ménopause arrive, tu risques de ne pas avoir d'enfant. Et autour de moi, je regarde, parfois, je le fais de manière taquine et je leur dis, autour de moi, vous êtes toutes là, on est de la même génération. Vous me demandez de me marier alors que vous n'êtes pas des exemples pour moi pour me marier. Parce qu'à chaque fois que vous avez des problèmes, vous venez vers moi pour que je règle vos problèmes. Est-ce que vous voulez que je sois dans la même situation que vous ou bien qu'est-ce que vous voulez exactement? Là, tout le monde reste réfractaire par rapport à cette question-là. J'ai dit, bon, tout le monde aurait aimé, bon, pas tout le monde peut-être, mais en général, toutes les femmes
aimerait avoir un enfant. Maintenant, est-ce que l'enfant vient du ciel? Non, il y a des prérogatives, il y a tout un processus. Maintenant, à toutes les personnes désirant de se marier ou désirant d'avoir un enfant, ont leur choix et peut-être qu'au long de leur vie, ont choisi de faire ça et ça à un moment déterminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça? C'est que au Sénégal, si on n'a pas un mental fort, on risque de sombrer. Et parfois, on a des pressions. Si la pression venait de l'extérieur, c'est pas grave, mais pour la plupart, c'est les membres de notre famille, les personnes qu'on pense qui peuvent nous protéger. Tout à l'heure, la dame a parlé des personnes qui étaient autour d'elle quand elle a eu ce souci-là. Mais les personnes à qui tu penses qu'ils peuvent être près de toi, à te soutenir, ce sont les premières personnes qui s'acharnent sur toi pour te dire qu'est-ce que tu attends pour te marier. Et pourtant, peut-être tu ne t'es pas marié. Tu as fait le choix de ne pas te marier tôt pour être bien professionnellement ou physiquement, pour leur aider peut-être. Mais la seule chose qui les incombe, c'est la pression sociale. Ton enfant, qu'est-ce qu'il attend pour se marier? Elle va vieillir tout de suite, ou bien elle va avoir l'âge de la ménopause, elle ne va pas se marier. Donc, il est temps aujourd'hui que nous, en tant que femmes, qu'on puisse prendre nos décisions sur nos corps. C'est vrai, l'aspect religieux est là, mais aussi il faut penser à nous et penser à notre avenir. Merci. Je vais juste faire un commentaire avant que tu ne parles. Moi, ma mère, à chaque fois qu'elle m'appelle, elle me dit, ça fait longtemps qu'elle prie là. Elle prie beaucoup pour que je me marie et que j'ai des enfants. C'est sa première. Je pense que quand elle se réveille, quand elle prie, c'est la première chose qu'elle fait. Tout le temps. Et je lui ai dit bonne chance, mais elle continue. Oui, je voulais revenir sur un point que la jeune femme avait abordé. Et que professeur Fatousso aussi avait abordé tout à l'heure, c'est le fait que, en fait, cette injonction à la maternité et à nos âges, j'ai aussi 36 ans et donc j'ai aussi cette pression sur les épaules. À 35 ans, une grossesse est considérée comme une grossesse gériatrique, non? Et ça pose la question de la péremption totale du corps des femmes et du fait qu'on a un rôle à remplir et puis après on est, comme vous disiez tout à l'heure, jeté, non, ou pas considéré parce qu'on a passé l'âge de notre utilité sociale. Donc c'est un peu cette réflexion sur non la péremption de notre corps. Et la deuxième réflexion qui est un peu sociétale aussi, c'est alors je suis française aussi et on nous parle de réarmement démographique et en fait je trouve que c'est aussi l'utilisation de nos corps dans une société capitaliste qui est mise sur la table. C'est-à-dire que non seulement pour des questions sociétales, on veut perpétuer des générations et notre lien filial, mais aussi on se doit de faire des enfants pour faire des consommateurs et consommatrices et puis perpétuer notre société. Et je trouve que le fait de ne pas faire d'enfants, c'est aussi un acte politique contre cette société capitaliste-là. Et donc c'est une réflexion que j'avais en vous écoutant. Moi, j'ai déjà eu une fille, mais au fond de moi, je dis c'est bon, je veux plus d'enfants parce que en fait, avec tout ce que je vois infliger aux enfants, je me dis non. Si je dois faire encore des enfants, c'est les exposer à la violence, à tout ce que la société va les infliger. Donc, j'ai cette peur-là déjà de comment ma fille vit actuellement. Est-ce qu'il y a des choses parce que les enfants aussi, ça grandit vite. Elle a 9 ans, mais elle a presque ma taille. Et là, tous les soirs, je me fais des films. Qu'est-ce qui s'est passé en journée? Elle a un corps de jeune adolescente. Peut-être qu'elle a été agressée, un truc comme ça. Et ça m'empêche, en fait, de vivre normalement. Et du coup, je me dis, bon, c'est bon. Il faut que j'attende un peu. C'est un vaste sujet, hein, que celui de cette injonction au mariage, à la maternité. Moi, j'ai 2 filles. J'en ai une qui a moins de 30 ans et une autre qui a dépassé les 30 ans. Celle qui a dépassé les 30 ans voyage beaucoup. Donc pour elle, pas question de se marier, pas question d'avoir des enfants, tout ça. Avant, elle allait à des réunions avec ses copines qui n'arrêtaient pas de parler de leur mari, de leurs enfants, des problèmes et tout ça. Maintenant, elle dit qu'elle ne veut plus y aller parce qu'elle veut plus entendre ce genre d'histoire. Ma deuxième fille, par contre, elle veut se marier.
Elle veut se marier, elle veut avoir des enfants. Mais pour se marier, il faut trouver. Il faut trouver, tu vas pas tomber sur le premier venu. Hein? Et vu l'éducation qu'elle a reçue, elle se dit, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a reçu la même éducation que moi, si on veut avoir des chances que ça marche, quoi. Tu vois? Et pour moi, l'injonction d'avoir des petits-enfants qui soient les miens, pas ceux de mes nièces, de mes sœurs ou de mes frères, ça commence à me peser parce que la société commence... Avant, je m'en fichais. Mais la société a réussi à faire une fissure dans ma tête par rapport à ça. Et du coup, bon, je dis pas que je leur mets la pression, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il y a pas longtemps, j'ai une de mes sœurs qui m'a dit « Ah, tes filles commencent à devenir vieilles filles. » Je dis « D'accord, moi, mes filles, elles ont privilégié leurs études. Comme papa nous disait, vos études, votre diplôme est votre premier mari. Elles ont fait ça. Vous, vos filles, elles se sont mariées, elles n'ont pas étudié. Donc, l'un dans l'autre, qu'est-ce qui est bien? Mais à chaque fois, j'y pense. Et je suis comme vos mamans. Tous les matins, j'y pense. Et j'ai ma deuxième fille qui m'a dit, maman, s'il te plaît, mets-moi dans tes prières parce que, elle va avoir 28 ans, il serait temps, bla, 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 bla. Avant, je m'en fichais, mais maintenant, ça commence à devenir un problème. Ouais. Comme quoi, l'impact, l'importance de la société. Oui, c'est vrai, l'importance de la société et on le subit très tôt. Moi, je voulais avoir des enfants. Ça, bon, j'avais pas ce problème-là de choix. Est-ce que je veux ou c'était clair dans ma tête parce que je suis issue d'une famille. Ma mère, elle a eu 8 enfants et je suis devenue leur mère avant même d'avoir eu, moi, mes petits frères, sœurs. La moitié m'ont tous appelé maman en pensant que j'étais leur mère. Donc, j'ai été dans le rôle de maman, mais très, très... Hein, je suis la tao, l'aînée, le poids. donc voilà, quoi. Et c'est un rôle que moi, que j'aime beaucoup. Et donc, je voulais avoir des enfants. Au début, je voulais en avoir 8 comme ma mère. Et puis après, j'ai dit non. Bon, je suis arrivée, je me suis dit à 4. Et puis, à un moment, donc, je voulais, du coup, me marier, puisque la société te dit le mariage d'abord, les enfants après. Mais moi, c'était plus les enfants. À un moment, je disais à ma mère, bon, moi, si je ne me marie pas jusqu'à telle date, je vais aller faire des enfants. Et ma mère qui me regardait comme ça, voilà. Et donc, moi, quand je me suis mariée, bah, j'ai eu mes enfants. T'es mariée à quelqu'un qui disait, ouais, je veux pas avoir d'enfants. Et moi, c'est moi qui lui ai mis la pression pour avoir des enfants et tout ça. Et puis après, j'ai divorcé de ce mariage-là. Mais quand je me suis remariée, je ne voulais plus faire des enfants. Je ne voulais plus faire des enfants parce que je savais ce que ça coûtait de faire un enfant à un homme. Parce qu'avoir un enfant avec quelqu'un, en fait, c'est un homme que tu ne peux plus dégager de ta vie. Oui, c'est vrai, ça va, c'est un package. C'est un package, tu marches, mais c'est vrai. Ouais, non, la famille, ça, tu peux dégager parce que voilà. Mais en fait, le père, tu peux pas dégager parce que c'est un package, tu vas. Et en plus, du coup, et ma mère disait, quand j'étais petite, elle disait, say kharela, bossi juré, jam nañ la. Genre le mariage, c'est une lutte. Et si tu mets au monde des enfants, en fait, tu marches, tu as reçu une balle, quoi. Donc, tu marches, voilà, un peu atteindre. Et c'est tellement vrai parce que quand on veut t'atteindre et qu'on peut pas t'atteindre, on passe par les enfants. Quand on veut te faire souffrir, les enfants, c'est la porte la plus facile. Toi, tu peux être loin, tu peux mettre une barrière, tu peux inaccessible, ouais, mais tu peux pas quand tu as un enfant avec un gars. Et donc, du coup, quand je me suis remariée, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé que, en tout cas, la domination ne passera pas par mon ventre. Et donc, voilà, je suis restée avec mes 2 enfants et basta. C'est vrai qu'on aime les enfants, mais quand quelqu'un dit que je ne supporte pas le bruit des enfants ou je ne supporte pas être dans une même pièce que les enfants, on a l'impression d'être quelqu'un de très bizarre,
c'est pas qu'on n'aime pas les enfants, on les aime, mais on les aime de loin. Parce que sûrement comme moi, j'ai eu dans mon enfance, j'entendais souvent à certaines périodes, mes parents se disputaient. Et donc, ça a créé en moi une anxiété très chronique par rapport au bruit. Et donc, à chaque fois que j'entends des personnes se disputer ou j'entends du bruit, je suis en alerte, je suis stressée, je suis angoissée. Et donc, ça fait que les enfants, c'est un peu compliqué, je les aime. Mais après, quand tu dis que tu ne veux pas d'enfants, les gens ont tendance à vouloir créer une excuse. On va te dire non, c'est parce que peut-être tu as eu une enfance difficile, que tu ne veux pas avoir des enfants, ou parce que ta mère, ou c'est vrai, comme je rejoins Mariam, comme elle disait, j'ai également subi comme elle, j'ai cette sensation que mes parents n'ont pas pu me protéger, n'ont pas su me protéger, ou alors peut-être parce que eux, à leur époque, c'était difficile, parce qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu. C'est vrai, mais je me dis que quand on veut des enfants, on doit mettre tout à la disposition. C'est-à-dire que tu dois être prêt mentalement, physiquement et spirituellement pour accueillir des enfants, pour pas transmettre cette blessure, parce que je pense que ce que j'ai subi, c'est d'une certaine manière des blessures que eux ils ont subies aussi à leur enfance. Donc aujourd'hui, dire aux gens que je ne veux pas d'enfants, c'est vraiment un jugement, c'est te mettre hors catégorie de femme, parce que pour la société, la femme, c'est celle qui doit mettre au monde, c'est celle qui doit fonder une famille, c'est celle qui doit rêver d'un mariage. Parce que certes, il y a des femmes aussi qui ne rêvent pas de mariage, parce que le mariage, ce n'est pas une réussite en soi. Les enfants, ce n'est pas une réussite en soi. C'est quand même dommage d'arriver au point où toi, tu sais que ton épanouissement, ce n'est pas dans les enfants. Et quand tu le dis, tu as le regard très bizarre. Oui, moi, je voulais un peu intervenir. D'abord dire que, bon, selon moi, personnellement, tout ce qui est injonction, c'est quelque chose qui va jamais s'arrêter. C'est quelque chose qui va avec la société. Et c'est quelque chose qui se comprend aussi. Parce que les injonctions, même les hommes ont des injonctions. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon frère a plus de 40 ans. On lui a tellement mis la pression sur quand il va se marier, que maintenant même, il a la phobie de venir au Sénégal ou d'aller voir les parents, les tantes et tout. Parce que partout où tu vas aller rendre visite, on va te mettre la pression et te remettre dans cette question. Donc, c'est quelque chose d'humain. Moi, je pense qu'il y a des choses qui peut-être doivent se traiter au niveau individuel et qu'on ne peut pas demander au contexte social de régler ou de gérer. Par exemple, quand on parle de se sentir coupable ou d'avoir des regrets d'avoir été maman, c'est quelque chose qui peut peut-être être traité individuellement parce que le choix a été déjà fait et les choses sont déjà passées en fait. Mais là où pour moi la société peut aider les femmes et leur rendre les choses plus faciles, c'est de leur enlever ce poids, parce que les femmes ont beaucoup de poids sur les épaules, mais de leur enlever un des poids, une des raisons de se sentir coupable, parce que les femmes se sentent coupables de beaucoup de choses, on peut leur enlever le poids du choix de la maternité. C'est-à-dire que c'est revenu dans beaucoup de discours ici, c'est-à-dire que ça devrait être OK de vouloir être maman ou de ne pas vouloir être maman. Si ça, c'est quelque chose sur laquelle on avançait, ça rendrait plus léger les choses aux femmes. Elles se sentiraient moins coupables à ce niveau. Celles qui sont OK pour être maman, elles le veulent, elles le ressentent, elles veulent aller vers ça, elles l'assumeront pleinement. Elles seront de meilleures mamans puisqu'elles l'ont décidé. Donc, elles sont prêtes à être de bonnes mamans, ce qui va créer en fait un monde meilleur, entre guillemets, puisque ce sera pas des traumatismes ou des regrets qui vont être transmis à des enfants et on va s'épargner beaucoup de malheurs. L'autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'était l'injonction. Je disais au début qu'il y aura toujours des injonctions. L'injonction à la maternité est quelque chose qui ne s'arrête pas. Parce que je veux dire que, par exemple, disons une femme qui a déjà eu des enfants, on peut dire qu'elle a réglé cette injonction. Mais si, par exemple, elle se sépare ou qu'elle devient veuve et qu'elle veut se remarier, l'injonction sera encore là. Parce que l'homme avec qui elle va vouloir refaire une deuxième vie voudra avoir peut-être des enfants. Ou peut-être n'a jamais eu d'enfants. Elle va mettre la pression sur sa femme pour faire des enfants parce qu'il a besoin de perpétuer sa lignée, parce qu'il veut tout simplement être papa. Donc c'est quelque chose qui est vraiment là, présent dans la vie d'une femme. Et je ne vois pas de moyen de régler ça. En fait, je me dis que c'est au niveau individuel qu'on peut essayer de régler ça. Pourquoi on nous a créés, nous les femmes? Et c'est quoi notre rôle dans la société? Et je me demande si nos mamans pensaient comme nous, si nos mamans disaient « moi je ne vais plus faire d'enfants, peut-être comme ça », est-ce que nous serions là aujourd'hui?
Je pense que la plupart des femmes qui ont regretté d'être devenues mamans, c'est pas parce que les enfants les fatiguent trop ou quoi que ce soit, c'est parce que le mari ne participe pas. C'est parce que celui qui veut profondément être papa ne fait pas les couches, ne fait pas les bains, ne prépare pas le biberon. Il va au boulot, il rentre, il est devant la télé, il regarde son match. Et puis voilà. Parce que moi, j'ai eu plusieurs amis qui ont eu des enfants et c'est ça leur plus gros problème. C'est qu'elles ont mis leur vie en pause. Et puis le mari est toujours pépère, il porte toujours les mêmes habits, toujours la même taille. Il n'y a rien qui a changé. En fait, je pense que la charge qui incombe à la femme quand elle donne vie est très grande. C'est ça. Donc, peut-être que ça peut participer à faire que après la personne regrette de faire des enfants. Peut-être que ça ne va pas complètement la soulager, mais ça va quand même l'aider en fait à être un peu plus positive, à avoir un peu plus d'espoir. Parce qu'elle est dans un partenariat en fait, où on est en train d'éduquer un enfant ensemble et pas « Oh, je suis maman solo malgré que je suis mariée » en fait. Ça nous permet de faire la transition à savoir comment on fait aujourd'hui, nous, pour se réapproprier nos corps. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, réappropriation du corps? Pour moi, on peut changer les choses, on doit les changer. Et si on est là, c'est qu'on a cette volonté-là. Et c'est pour ça que l'on doit prendre notre place dans tous les espaces de la société, avec notre personnalité, notre individualité. Et c'est nous qui allons changer les choses. Donc on doit être présente dans tous les espaces, jusqu'en haut de l'État, dans notre quotidien, mais jusqu'en haut de l'État. Parce que nous avons conscience de nos besoins, de comment nous pouvons fonctionner justement quand on a des enfants, quand on est enceinte. Et si on n'est pas présente, nos besoins ne seront jamais pris en compte. Mais pour moi, cela est possible et on doit être solidaire dans ce sens-là pour être présente à tous les niveaux, dans la manière même de construire l'histoire, de restituer l'histoire. Dans la médecine, on a vu qu'il y a plein de cas qui concernent les femmes au niveau médical n'ont pas été pris en compte parce que ce sont les hommes qui font la médecine. Ils s'en moquent de nos douleurs et tout ça. Ça ne les concerne pas. Ce n'est qu'aujourd'hui, on commence à se dire « Ah ben oui, en effet », parce qu'il y a des femmes qui sont dans la médecine, dans la recherche, que tout cela peut être pris en compte. Donc pour moi, c'est possible. Ces injonctions peuvent disparaître. Après, on est des femmes, on a des corps de femmes. Voilà, on a un rôle aussi à jouer dans la société, voilà, pour faire des enfants. Mais il faut absolument prendre notre place pour faire changer les choses. Donc la discussion, elle est intéressante. Je vois que les peurs sont partagées. Vous avez développé beaucoup de choses que je ne pensais pas que ça vous traverse même l'esprit. Donc je vois que nous sommes tous unis au fond. Nous avons les mêmes expériences et cela me rassure, franchement. Et maintenant là, je vais pouvoir me solutionner, voir comment faire pour sortir de ces peurs, on va dire. Donc là, je vais avoir vraiment la solution. Merci. Bon, moi, je suis un mauvais exemple. Hein. J'ai jamais eu de pression familiale sur marie-toi. Sauf les sœurs de mon père qui disaient « Tu es mariée à l'université, c'est pas un mari. » Mon père m'avait toujours dit allez le plus loin possible dans vos études et puis ayez un bon travail parce que votre travail, c'est votre premier mari. Je retiens l'expression. Parce qu'avec votre travail, vous pouvez vous occuper de vous-même, de vos enfants. Et si votre mari est dans la dèche, vous pouvez... Et ça nous a donné assez de force. Bon, l'homme que j'ai épousé, bon, il m'allait bien. Et en fait, j'ai fait des enfants que j'ai voulu, mais que nous avons voulu ensemble et que nous avons élevés ensemble. Et mes maternités, je les ai aimées parce que je voulais avoir des enfants. Mais vous savez, pour les femmes, on devrait pouvoir dire un enfant, si je veux, quand je veux, avec qui je veux. Si je veux, bon, on doit pouvoir envie de faire des enfants, on peut ne pas avoir envie, c'est quand même le choix du corps des femmes, mais avec qui je veux, c'est-à-dire, est-ce que je peux choisir le conjoint avec qui? Il y a une chose que je veux dire. En ce moment, la France a un discours, le réarmement démographique. Les Français n'ont plus d'enfants, les Italiennes non plus. Les Italiennes, il faut 2 femmes pour faire un enfant. Littéralement 2 femmes pour faire un enfant. Parce que c'est 1, quelque chose. Et les Africains se targuent
en disant, mais oui, mais nous avons la jeunesse. 60% des Sénégalais ont moins de 30 ans ou 40 ans, je pense. Donc, on a une population très, très jeune. Et tous mes amis économistes, et ils disent, la force de l'Afrique, c'est sa population. Et moi, je passe mon temps à leur dire, mais quelle force? C'est le ventre des femmes qui est une force. Je dis, vous ne vous rendez pas compte que les femmes font plein d'enfants, que la mortalité maternelle, bon, elle diminue, mais elle diminue très, très lentement, parce que ces femmes font trop d'enfants, elles n'ont pas le temps de faire des études, elles n'ont pas le temps mais elles sont dans l'économie, elles accouchent, elles sont le lendemain au champ. Il y a tout un système autour du corps de la femme, autour du ventre des femmes, autour de la capacité des femmes à faire des enfants. Dans 50 ans, en 2050, l'Afrique sera le pays le plus peuplé du monde. Et je leur dis, mais c'est par le ventre des femmes que ça passe. Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes-là? On mérite des droits. On doit avoir le droit de faire des enfants ou ne pas en faire. Le droit des limités. Comment on fait pour se réapproprier nos corps? Je pense qu'il faut d'abord apprendre son corps. Moi, le système reproductif que j'ai appris au lycée, c'est la reproduction de la feuille. Je crois qu'il faut apprendre aux femmes ce qu'est leur corps, comment il fonctionne, à quoi il sert, comment le gérer, le contrôler. Il y a un ouvrage qui s'appelle Our Bodies Ourselves, qui est un ouvrage américain, publié autour des années 70, de féministes américaines qui en avaient marre d'aller chez leur gynécologue et de ne pas comprendre ce qui se passait. Le gynécologue faisait une ordonnance et elle partait. Elle ne pouvait pas poser de questions parce qu'elle n'avait pas le temps, parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas utile. Donc, elles ont commencé ensemble, ils ont formé un collectif, elles étaient à Boston, et elles ont décidé, on va faire un livre sur la santé et la sexualité des femmes, mais à partir de nos questions. Donc, elles avaient des questions, elles ont posé à des médecins, surtout à des médecins féministes, et elles ont reproduit. Et cet ouvrage nous a inspirés. Donc, on a fait une version africaine avec des pays francophones, parce on avait un réseau dont je suis la présidente, mais c'est un réseau de médecins, de sociologues, de psychologues francophones de Dakar au Cameroun. L'ouvrage s'appelait Our Bodies, Ourselves. Mais l'ouvrage qu'on a produit, nous, s'appelle Notre corps, notre santé. Et sous-titre, Santé et sexualité des femmes en Afrique subsaharienne. Il a été écrit par plusieurs d'entre nous qui étaient burkinabés, maliens, sénégalais, camerounais, etc. Alors aujourd'hui, on est en train de mettre à jour l'ouvrage. Bon, pour le moment, j'ai un groupe sénégalais parce que c'est trop compliqué d'aller à l'extérieur. On a un petit fonds pour pouvoir faire des interviews, pouvoir interroger, et puis faire des photos pour pouvoir et des images pour illustrer. Donc ça, c'est important. Et surtout, d'aller voir des médecins qui répondent à vos questions. Posez des questions aux médecins et obliger le médecin à vous répondre. Moi, j'ai la chance, j'avais un médecin qui avait des bics bleus, rouges, verts, noirs, et il me faisait des dessins. Bon, super tendu, donc il me faisait des dessins. Le sang passe par là, il passe pas par là, il a passé. Mais il m'expliquait, parce qu'au fond, j'étais une intellectuelle comme lui. Il pensait que je méritais cette explication-là. Et moi, je lui posais des questions, je lui disais, mais je veux la réponse, tu ne me la donnes pas. Pourquoi tu me réponds à côté? C'est ça que je veux. Or, toutes les femmes ne peuvent pas faire ça. Et tout le corps médical n'est pas prêt. Parce qu'on a encore quand même beaucoup de médecins hommes. Et les médecins femmes, parfois elles ont le temps, parfois elles n'ont pas le temps non plus, parce qu'il y a plein de gens là dans la salle d'attente. Mais se réapproprier son corps, c'est apprendre ce qu'est son corps. Et là, il faut aller chercher cette science-là partout. C'est vrai qu'il faut qu'on puisse répondre à cette question-là. Moi, j'ai plusieurs éléments de réponse. Selon moi, est-ce qu'il ne faut pas qu'on apprenne aux femmes, aux jeunes filles, d'avoir confiance en elles? Il y a un problème de manque de confiance en elles. Quand tu manques de confiance en toi, tu crois tout ce qu'on te dit, en fait. Tu n'as pas la capacité de réfléchir, de te poser des questions et de te dire, oui, d'accord, on m'a dit ça, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ce que cette personne me dit là est la réalité? Donc déjà, il y a ce problème de manque de confiance en soi
qu'il faut régler. Il y a aussi le problème de dépendance financière. Quand on dépend de son mari financièrement, ça peut poser problème. Le troisième élément, c'est, comme Jean Fatou le disait tout à l'heure, quand tu vas chez le médecin, que tu as des questions, mais pose-les. Parfois, j'ai des clientes qui viennent à la boutique qui me disent « J'ai été voir tel médecin, je voulais lui poser cette question. » Je dis « Pourquoi tu n'as pas posé la question ?»« J'ai pas osé. » Je dis « Mais c'est ton corps. Tu as le droit et ton argent et tu payes. Donc, tu poses, quand tu as une question à poser, tu la poses. Il n'a pas le temps, mais tu ne sors pas de son bureau. Mais pour oser faire ça, il faut avoir confiance en toi. Pour moi, tout tourne autour de ça. Parmi des actions, en tous les cas, à faire, je crois que c'est important aussi, c'est de connaître son corps, bien sûr, en tant que femme, et c'est de le faire connaître et de le faire respecter. Et ça s'apprend de petit. Donc, on doit impliquer aussi, bien sûr, les garçons ou les hommes dans ces processus-là. Et par exemple, il y a 2 ans et demi, j'étais en tournage en Tanzanie, dans une région rurale, dans une école qui allait du primaire au lycée. Et il y a une fondation, alors le nom m'échappe, pour soutenir l'éducation des jeunes filles. C'est une fondation internationale. Et en fait, elle finance le fait qu'il y ait au sein de l'école des préservations pour les jeunes filles. Parce que pendant qu'elles ont, je ne sais pas le mot préservation, des protections, pardon. Des protections, oui, des serviettes hygiéniques pour les jeunes filles. Parce qu'en fait, pendant qu'elles ont les règles, bien sûr, elles ne vont pas à l'école. Donc pendant 3 jours, 4 jours, elles ne sont pas à l'école parce que tout simplement, elles n'ont pas les moyens d'avoir des serviettes hygiéniques, des protections qui leur permettent de sortir de la maison. Donc ça, déjà, c'est important. Et au moins, c'est au sein de l'école. Et donc, les garçons aussi savent, on peut parler, ça brise aussi les tabous. Parce que la question du tabou, comme on l'a évoqué, est très importante aussi par rapport au corps de la femme. Et au niveau de l'État, comme il y a beaucoup de grossesses de jeunes filles, elles sortent du circuit scolaire très facilement. Donc il y a une mesure qui a été prise au niveau de l'État pour créer une classe de réinsertion, enfin de remise à niveau plutôt. Donc les jeunes femmes qui ont accouché, elles peuvent réintégrer l'école, suivre ces cours de mise à niveau et reprendre le cursus scolaire. Donc voilà, ça ce sont des mesures pour moi très importantes qui permettent justement de prendre en compte les problématiques des jeunes filles en tous les cas. Oui. Alors moi je vais y aller très rapidement. J'interviens dans des zones où certaines femmes n'ont même pas accès à des médecins, à des postes de santé, à des écoles. Donc je pense que dans la réflexion aussi de l'appropriation des corps des femmes, il faut qu'on puisse aussi penser à ces cercles-là qui n'ont pas accès à ces choses-là. Et pour moi, l'éducation populaire, ça reste quand même un bon outil pour pouvoir sensibiliser les femmes à ces questions. Le fait aujourd'hui d'organiser des cercles comme ça dans ces parties, dans ces régions du Sénégal ou dans ces zones-là, et de pouvoir, avec les femmes, interroger ces questions, de les pousser elles-mêmes à se poser les questions, pas juste qu'on leur dise, mais qu'on les pousse à se poser des questions sur le choix de maternité, mais pas que. Je pense que si on pousse aussi sur la question de la parentalité, ça va les faire réfléchir aussi. Parce qu'il n'y a pas que faire l'enfant. Il y a aussi après tout ce qui suit quand tu fais l'enfant. Comment tu accompagnes l'enfant, comment tu lui donnes les outils, parce qu'elle en a parlé, il y en a une, je pense, qui a parlé tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, elle s'interroge par rapport à sa fille qui a 9 ans. Elle a cette obsession de se dire qu'est-ce qui peut lui arriver et ces choses-là. Je pense que la première des choses, c'est d'apprendre à l'enfant à se défendre, à identifier lui-même quelles sont les situations dans lesquelles il se sent inconfortable et d'avoir des mots pour pouvoir les dire. Je pense que si on arrive quand même à outiller les enfants de cette manière, ou à pousser les femmes à s'interroger par elles-mêmes de ce qu'elles veulent pour leur corps ou des situations dans lesquelles elles ne sont pas confortables, ça peut beaucoup aider. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit sur les enfants. Ça m'a fait penser à un podcast que j'écoutais et qui justement parlait de ça.
Et ça a été révolutionnaire dans mon esprit. C'était la notion de consentement, mais appliquée aux enfants. Parce que les enfants sont tout le temps, en fait, toujours mis de côté et leur corps sont constamment à la disposition des adultes. Un enfant qui passe, « Ah, je veux te faire un câlin, viens me faire un câlin ». On ne lui demande pas « Est-ce que tu veux me faire un câlin ?» par exemple. C'est tout bête. Mais on part du principe que l'enfant est disposé à nous donner l'affection que l'on veut sans se demander si ça lui plaît ou non. Je me souviens que moi, quand j'étais petite, par exemple, je n'aimais pas les câlins et je n'aimais pas les bisous. Aujourd'hui, je suis très tactile, mais je ne l'ai pas toujours été. Et je suis très contente que ma mère ne m'ait jamais forcée. Et que lorsque je ne voulais pas faire de câlin à mon tonton parce que je n'aimais pas son odeur ou à ma tata parce qu'elle me serrait trop fort, elle acceptait que je dise non. J'avais le droit de dire non. Et sincèrement, je pense que je n'exagère pas quand je dis que ça crée un rapport à son propre corps complètement différent. Parce qu'on se rend compte qu'on a la maîtrise dessus. Et que mettre une limite n'est pas impoli, ce n'est pas manquer de respect à la tata ou au tonton. C'est juste, je peux te saluer et je ne te manque pas de respect quand je ne rentre pas dans tes bras ou quand je refuse que tu me mettes tout ton gloss sur le visage. Je parle de sensations dont je me souviens encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup ce débat de l'éducation sexuelle aux enfants, comme quoi ça les pervertirait dès le bas âge. Mais en réalité, une arme très grande qu'on peut donner à une petite fille ou un petit garçon, c'est justement de lui expliquer ce que sont ses parties intimes et pourquoi n'importe qui ne peut pas y avoir accès, par exemple. Absolument. Ne serait-ce que quand quelqu'un te met la main là-bas, alors que tu n'es pas aux toilettes, par exemple, pour faire pipi, crie. C'est un premier moyen de défense. Donc ces tabous-là, à mon sens, et je suis biaisée par mon éducation, devraient être levés dès l'enfance. C'est littéralement les premiers pas. Absolument. Aussi, j'aimerais ajouter que sur ce qu'elle vient de dire, il y a aussi l'aspect où c'est pas parce que ce sont des membres de ta famille qu'ils peuvent pas faire des choses qui vont à l'encontre de la protection de l'enfant. C'est-à-dire que les mamans devraient, ou les papas aussi, parce qu'ils ont cette obligation, devraient avoir pour habitude d'expliquer à l'enfant c'est tonton, c'est tata, mais dès qu'il arrive à un niveau où il te touche, parce que des fois, je vais parler de chez moi, des fois on avait tendance, là elle vient de dire il n'y a pas le mot consentement chez les enfants, mais on avait tendance parfois à prendre des enfants ou bien un tonton ou une tata qui vient, qui prend l'enfant et pose sur les pieds de l'enfant. Chez certains tontons, il y a des choses qu'il va faire. Elle va juste les ressentir, mais elle va pas savoir le pourquoi. Et parce que là, tout à l'heure on disait qu'il y a cette difficulté de parler de la sexualité entre maman et fille. Moi, je comprends pas pourquoi il y a cette difficulté-là qui doit s'imposer, parce que déjà, ce sont deux femmes. Et ce qui devrait mettre à l'aise la fille, c'est parce que c'est sa maman. Donc, c'est une représentation de confiance. C'est quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un avec qui elle aura cette liberté de s'exprimer. Donc, si maman n'a pas cette aisance de parler de sexualité à sa fille, l'enfant ne pourra pas être en mesure de faire une différence entre un toucher normal de papa ou de tonton et un toucher anormal de n'importe qui. Et aussi parce qu'il y a ce contexte que c'est la famille. Donc, parce que c'est la famille, le mal ne peut pas venir de cette famille-là. Ça aussi, c'est vraiment un truc que les parents devraient vraiment essayer de plus détabouiser, si ça se dit. Voilà. Moi, je crois aussi qu'il faut bien rappeler, il y a des histoires de génération et heureusement, les choses changent. Donc, parce que moi aussi, je suis d'une génération plus avancée, donc pareil, comme Fatou, j'avais aucune idée ni d'explication de la vie sexuelle et tout ça. J'ai une fille qui a 31 ans, j'ai un autre rapport à ma fille, donc ça fait des enfants différents. Et vous, voilà, sur les nouvelles générations, vous avez encore une autre possibilité de parler grâce au travail qui a été fait avant, grâce à des tabous qui ont été brisés. Et ça, c'est très important de le rappeler. Parce que ça montre qu'il y a un processus et qu'il faut faire attention à bien continuer ce processus. Parce que si on s'arrête, il y a régression, on perd tout ce bénéfice. Donc vraiment, ce lien dans le processus est essentiel. Et heureusement, aujourd'hui, on a cette possibilité de parler beaucoup plus librement de plein de choses. Nos enfants arrivent dans des contextes plus ouverts, mais aussi peut-être plus dangereux parce qu'il y a peut-être trop de choses et qu'on les considère trop vite comme des adultes. Donc, les choses changent et je crois qu'il faut être très attentif
à cette fluidité dans l'évolution. Et c'est ça qui est important. C'est que nos évolutions doivent sans arrêt, sont mobiles, mais il y a des contextes auxquels on doit s'adapter à chaque fois. On a les réseaux sociaux, c'est très bien, mais ça peut être dramatique aussi. Donc, que fait-on avec tout ça? Donc, il faut être toujours en vigilance, en fait, avec notre monde d'aujourd'hui pour construire demain d'une manière meilleure et avoir des individus beaucoup plus libres, respectueux dans un monde, voilà, une société plus respectueuse, équitable. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Sinon, peut-être on va clôturer. Ah, pardon. Je voulais juste donner quelques recommandations ou solutions concernant la réappropriation de notre corps. En premier lieu, ce sera donc avoir confiance en nous. Parce que nous savons toutes que la société joue un rôle très important dans nous, notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de s'habiller, de nous en quelque sorte en tant que femmes. Maintenant, il va falloir qu'on ait confiance en nous parce qu'on sait aujourd'hui que pour la plupart, il y a des choses qui se passent et c'est parce que nous, on se voit, je sais pas comment on dit ça, on subit parfois trop la pression pour faire parfois des choix qui ne sont pas les nôtres. Voilà. On voit qu'au Sénégal, on parle de BBL. Je n'ai rien contre les personnes qui le font, mais est-ce que si on avait vraiment confiance en nous, on allait celles qui vont aller, celles qui augmentent soit leurs fesses, leurs seins ou voilà, ou bien voilà. On voit que c'est un phénomène au Sénégal, surtout ces derniers temps. On voit qu'il y a une personne qui est décédée parce qu'elle est allée faire la chirurgie esthétique. Et je crois que si on avait confiance en nous, peut-être qu'on n'allait pas aller faire des kilomètres pour changer notre physique. Donc, il va falloir qu'on s'aime, qu'on aime notre corps et qu'on ne s'attarde pas au qu'en dira-t-on des gens. L'autre chose aussi, ce sera de briser les tabous et le commencer par nous-mêmes, mais aussi dans notre environnement familial. Aujourd'hui, si je dis que je suis une femme qui est libre d'une certaine manière, il y a des choses que je n'aimerais pas certaines pressions que je n'aimerais pas recevoir. Donc, je ne voudrais pas que cette pression-là, ma fille, ma petite sœur ou quelqu'une de ma famille puisse la recevoir. Donc, il va falloir faire cette déconstruction-là depuis nos maisons, dans notre environnement familial, dans notre environnement, dans nos communautés, mais aussi prendre la parole. Tata Fatou l'a dit tout à l'heure, beaucoup de personnes sont là à interpréter la religion, mais à leur guise. C'est parce que nous, on n'occupe pas souvent les médias, comme je le dis. On ne fait pas assez de sensibilisation pour vraiment dire aux femmes, croyez en vous, faites ceci, faites cela. Parfois, il y a des prêcheurs, je suis désolée, ils interprètent comme ils veulent la religion, mais ce n'est pas ce que le Coran dit. Donc, il va falloir que nous, en tant que femmes, qu'on continue à faire cette sensibilisation-là, à croire en nous et à occuper tous les espaces où on peut trouver les hommes et pour qu'on puisse briser ces tabous-là. Merci. Donc, vu que les hommes ont interprété la religion selon ce qui les arrange, donc je me pose la question à savoir, est-ce que nous, les femmes, nous ne devons pas prendre cette religion et la réinterpréter, non à notre avantage, mais quand même dans le but de chercher la vérité? Parce que ça va nous aider. Parce que la religion, on va dire, est le premier instrument de domination qu'on utilise à l'encontre des femmes. Pour en revenir sur la question de la confiance en soi, je pense que c'est très important en fait d'avoir une certaine confiance en soi lorsqu'on a des enfants. Parce que genre, moi par exemple, ma mère elle n'avait pas énormément de confiance en elle puisque mon père était polygame et pas polygame fixe, hein, c'est pas genre c'est pas genre les mêmes femmes, non, ça s'échange quoi. Ça, l'autre part, une autre vient et puis c'était mixé. Du coup, elle a pas vraiment pu avoir confiance en elle parce que, voilà quoi, elle a toujours été négligée et puis, après avoir eu un enfant, elle a eu 2 filles. Après avoir eu 2 filles, voilà quoi, c'est bon, à la retraite. On prend une plus jeune et puis, en grandissant, elle me disait toujours, ouais, tu as les épaules trop larges, arrête de dormir comme ça, arrête de, tu n'as pas assez de hanches. C'est ma mère qui m'a introduit aux culottes là qui font truquer les hanches.
imaginez-vous. Parce que genre, elle m'a tellement complexée. À force de regarder ma démarche et à me dire tu ressembles trop à ton père, tu marches de cette manière. J'ai passé, je pense, 10 ans à mettre ce truc. Juste parce que je pouvais pas me voir dans le miroir. Puis genre, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Il faut que je m'accepte. Genre, c'est comme ça que je suis. Après, genre, si je peux améliorer mon corps avec du sport ou en mangeant mieux, etc., je le ferai. Mais genre, je vais pas m'efforcer à genre entrer dans ce standard de beauté de une femme doit avoir des hanches et puis de petits bras et puis pour être une femme. C'est totalement pas vrai. Et honnêtement, ce qu'elle a pas réalisé, c'est que genre, malgré qu'elle a trouvé que j'étais pas la plus féminine du monde, etc., il y a énormément d'hommes qui étaient attirés par moi. Il y a énormément d'hommes qui voulaient être autour de moi. Pas seulement pour mon corps, mais pour mon intellect un peu. Parce qu'ils avaient envie de discuter, ils avaient envie d'avoir plusieurs sujets. Et puis genre... ouais. En mode, ils ne regardent pas juste le corps. Donc, juste cette idée de limiter une femme à son corps, à son apparence, est-ce que ça correspond à la société, est-ce que ça correspond aux Kardashians, je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. Merci beaucoup. Le corps des femmes n'est jamais neutre. Il est traversé par l'histoire, par la religion, par la morale, par les attentes sociales. Il est surveillé, commenté, normé. Et pourtant, c'est aussi à partir de ce corps que tout commence. Tout au long de cette saison, nous avons pris le temps de nommer ce qui pèse sur les corps des femmes. Parce qu'on ne peut pas se réapproprier un corps sans d'abord comprendre ce qui cherche à le contrôler. Puis est venue la question de la réappropriation. Pas comme une injonction de plus, mais comme un chemin, un processus intime, politique, collectif. Se réapproprier son corps, ce n'est pas forcément transgresser, ce n'est pas forcément s'exposer, c'est parfois simplement s'écouter, se respecter, choisir pour soi. Avant de se quitter, on voulait aussi adresser un merci particulier à Anna, qui a réalisé les illustrations de cette saison. Ces images n'étaient pas là uniquement pour accompagner le podcast, elles racontaient elles aussi une histoire. Une autre manière de parler du corps, de le représenter, de le réimaginer. Cette saison a été une saison audio, mais aussi une saison illustrée, et c'était important pour nous de le souligner. Le podcast de la Kimpavita est un podcast indépendant. Et pour continuer à exister, à créer, à ouvrir ces espaces de parole, on a besoin de vous. Si cet épisode ou cette saison vous a touché, fait réfléchir, résonner en vous, commentez, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Ça nous encourage et ça nous donne la force de continuer. Et si certaines personnes ont envie de rejoindre l'équipe du podcast, d'écrire, de produire, de réfléchir avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Cette saison se termine ici, mais les questions, elles, continuent de vivre. Dans nos corps, dans nos échanges, dans nos luttes quotidiennes. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vos corps, ils sont à vous. Merci, ça c'est pas une... Trouve dans tes mains, bats-toi et construis ton lendemain. Prends ce qui t'appartient, étends tes ailes et que ta limite soit le ciel. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à commenter et à le partager.